In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste important, un cinéaste philippin qui s'appelle Lav Diaz. Pourquoi en parler? Premièrement, parce que on peut en parler tous les jours, c'est important. Il y a une résonance très forte avec notre monde. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a un livre, un magnifique livre qui s'appelle Lav Diaz, Faire face. On va en parler plus tard de pourquoi faire face. C'est un ouvrage collectif, c'est dirigé par Corinne Maury et Olivier Zuchois. Et le livre est particulièrement important. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le premier ouvrage premier ouvrage français, en tout cas sur ce cinéaste, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, en effet, il y a un livre d'entretien fait par Michele Guarneri en Italie, et c'est un livre en anglais. Et puis, il y a un court ouvrage qui vient de sortir, mais qu'on n'a pas encore pu consulter, consacré en fait à Lav Diaz et co-dirigé par des chercheurs de l'Asie du Sud-Est. Alors, avant de commencer de parler donc du cinéaste et du livre, juste vous présenter, Corinne Maury, vous êtes maîtresse de conférences HDR en esthétique du cinéma à l'université Toulouse Jean Jaurès. Et d'ailleurs, je salue les étudiants, grâce à eux, vous êtes là, on avait quelques soucis techniques, donc quand même, il faut les saluer. Vous êtes membre aussi du laboratoire LLA créatrice à l'université de Toulouse Jean Jaurès et vous êtes chercheuse associée à l'IRCAV, au Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes autrice de plusieurs publications, dont Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Ackerman, édité chez Yellow en 2019. Ou alors, vous avez aussi co-dirigé les ouvrages Bellatar, de la colère au tourment, Yellow de 2016, ainsi de suite, ainsi de suite. Olivier Zuchois, vous êtes professeur associé au département cinéma de la HEAD, Genève. Vous êtes réalisateur et monteur et vous avez réalisé pas mal d'essais documentaires, donc Djourou en 2004, tout comme Des Lions de Pierre à l'entrée de la nuit en 2013. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Montage en 2018, une anthologie de 1913-1918, 2018 édité chez Presse du Réel. Et vous êtes membre du laboratoire ESTCA et vous terminez actuellement une thèse de doctorat consacrée au montage dans le cinéma contemporain. Voilà. Je voulais aussi, avant de commencer, nommer celles et ceux qui ont contribué à cet ouvrage qui est particulièrement important. May Adadol Inga Wanij, Mac Alejandre, Cyril Béguin, Gabriel Borsmeyer, Fabienne Costa, Lav Diaz, parce qu'il y a aussi des entretiens avec Lav Diaz, on va en parler plus tard, Jean-Christophe Ferrari, Pierre Jailloux, Hervé Joubert-Laurencin, qui était déjà venu chez Microciné pour nous parler d'André Bazin. Il y a aussi Ricardo Lee, Larry Manda, bien évidemment Corinne Maury et Olivia Zuchoat, Azel Orencio, Sylvie Rollet et Alexis Atioseco. Voilà. Et c'est édité chez Post Édition. La première question, très simple, très basique, j'aimerais savoir, vraiment, je suis très curieux, quand est-ce que vous avez découvert, vous deux, le cinéma de Lav Diaz et est-ce que, pour vous, dès le début, dès la projection de ce premier film, ça a été pour vous quelque chose, une claque, une évidence? Moi, j'ai découvert en fait le cinéma de Lav Diaz principalement en fait à la suite de la projection de From What Is Before au festival de Locarno en Suisse où il a eu en fait un de ses premiers grands prix. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui est venu quelques fois en fait en Suisse, notamment à la Aide Genève, et donc là que si vous voulez, en tout cas pour moi, en fait, ce cinéaste a commencé à prendre un peu d'importance dans ma cinéphilie, notamment par son engagement politique, par la grande force esthétique de ses plans et la durée très singulière en fait de son cinéma. Alors moi, je travaille sur le cinéma contemporain depuis de nombreuses années et pour moi, c'était aussi une évidence, en fait, Lav Diaz, parce qu'il y a une position esthétique politique extrêmement marquée dans son cinéma. Et je l'ai rencontré par 2 films qui ont été un peu un espèce de bouleversement. Un sur la question évidemment du paysage dévasté, c'est Dead in the Land of Sancantos, et l'autre, c'est La femme qui est partie, sur lequel a porté une partie de mon texte dans l'ouvrage, et notamment sur cette question aussi d'une espèce, on va dire, de violence extrême de situations humaines. Comment le cinéma n'est pas là simplement pour rendre compte d'une actualité, mais justement pour travailler, on va dire, une espèce de pensée du présent, en relation aussi avec une histoire passée, ancrée politiquement et socialement. Et
la question en fait du cinéma de Lav Diaz est aujourd'hui extrêmement importante puisque, elle parle aussi de tous ces corps souvent, la question évidemment des corps féminins, la question des corps vulnérables et que pour moi il était important de revenir en fait sur cette façon dont le corps vulnérable est filmé et je dirais même, sur cette question qui, est là, présente, aussi bien chez des cinéastes comme Béla Tarr, Guy Rodin, qui reviennent sur cette question d'une dignité humaine, hein. Comment finalement redonner aussi une présence de la dignité humaine à travers certains récits et à travers la manière, de filmer le corps. Donc cette dignité, c'est pas, simplement un concept, hein, c'est aussi une présence et comme vous avez pu, le lire, cette question de la dignité humaine, elle traverse en fait tout l'ouvrage. Donc je dirais que le faire face, il est là. Il est pas c'est pas une formulation en termes de dénonciation, c'est faire face à une cruauté, une violence qui touche, à la fois, un pouvoir politique qui va dévaster des vies humaines, mais justement comment quelqu'un comme Lav Diaz, par un geste cinématographique, quotidien, va travailler cette façon de figurer une dignité humaine à l'écran. Voilà. En lisant le livre et en ayant vu quelques films de Lav Diaz, je pensais à une phrase d'un cinéaste français qui est complètement, je pense, éloigné du cinéma de Lav Diaz, qui est Arnaud Desplechin, et qui disait comme ça, avec parfois un peu sa naïveté poétique, qui disait qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui répare un peu le monde. Je voulais savoir, est-ce que, et vous parliez de, Corinne Maury, vous parliez de dignité humaine, et on parle aussi beaucoup de traces silencieuses dans le livre, est-ce que Lav Diaz fait partie de ce genre de cinéaste? Moi, alors, réparer le monde, c'est un terme qu'on entend beaucoup, notamment avec l'ouvrage, de Maëlys de Carangal, Réparer les vivants, enfin, qui est un livre d'ailleurs, formidable. Alors réparer, je ne sais pas si, réparer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on le prend du côté d'une forme, on va dire, d'attention, d'un espèce de lyrisme, heu non, moi je ne sais pas si le cinéma de Lav Diaz est là pour réparer. Je pense qu'il est là aussi pour positionner, on va dire, un regard et se mettre face à quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'inacceptable n'est pas insurmontable. Mais la réparation, c'est pas un moment de soin, même si, il y a un magnifique texte de Jean-Christophe Ferrari que je salue, qui est pour moi aussi un magnifique critique, qui revient sur cette esthétique du soin et qui est, importante. Mais le geste de soin n'est pas forcément une réparation, ni forcément une consolation. C'est aussi une relation et je crois que, ce que montre aussi Lav Diaz dans cette façon parce qu'on le voit, qu'on passe bien, d'une situation, d'une intolérance, hein, justement, hein, d'un intolérable à des gestes de tolérance, à des gestes de veille, à des gestes de soin et le terme, évidemment, il est séduisant, ce terme de réparation, même le verbe réparer, mais en même temps, j'ai un peu peur que ça ne rende pas hommage à la façon dont aussi Lav Diaz va approfondir cette question d'un rapport à la violence. Voilà, c'est pas simplement une dénonciation critique, c'est une manière aussi de la montrer et pas simplement de la montrer si on revient par exemple, à la question du viol où il est jamais, dans une surenchère du visible, où il s'agit pas, d'accumuler de film en film, des scènes de viol, mais de montrer en fait que cette question du viol, elle constitue évidemment plus qu'un abîme, hein. Elle constitue une négation de l'être, elle constitue une négation du corps et dans le terme réparer, j'ai un peu peur qu'il y aurait un peu un moment et je crois que, il y a des choses qui ne sont pas réparables. Il y a une cruauté, à un moment donné, on peut être encore de ces résiliences, on peut survivre, mais la question du traumatisme, elle est bien présente, hein et ce survivre, ça veut pas dire aussi nier ce qui a eu lieu et des fois, j'ai peur que dans le réparer, on soit trop du côté du maintenant et que, il y a eu quelque chose avant et que cet avant, il fait le présent du corps vivant. Voilà. J'accueille bien volontiers votre question, mais je crois qu'il faut pas oublier
qu'il y a cet avant du traumatisme. Et que cet avant du traumatisme, il ne faut pas le nier, même si le corps est en résilience, même si le corps est en résistance. Il y a vraiment chez Lavdiaz une question justement de soigner cette blessure. Hein. Et d'ailleurs, le titre du chapitre des blessures n'était pas là pour rien. Mais on a beaucoup hésité avec Olivier Zuchua sur ce terme, parce que moi, des fois, je trouvais qu'il n'était pas assez... il ne donnait pas la profondeur de ce qui a lieu, des fois, dans la violence. Et effectivement, on pourrait même dire que la langue, des fois, manque de mots aussi. Hein. Et c'est ce que nous dit aussi peut-être Lavdiaz, justement, en repassant par une question aussi de la chair sonore. Mais je vais laisser Olivier s'exprimer là-dessus, parce que peut-être qu'il ne le voit pas comme moi. Moi, j'ai toujours un peu peur, je dirais, de vouloir, en fait... de vouloir, en fait, par le mot, dire, voilà, c'est une réparation. Je pense que, au contraire, c'est pour moi, je dirais plutôt que c'est une façon de prendre conscience. Voilà. Et que la conscience, elle joue toujours entre le ici et le avant. Et qu'il n'y a pas, le réparer ne peut pas se penser que maintenant. Voilà. Juste avant qu'Olivier vous réagissiez, je rebondis. Ce serait en gros, si utiliser ce terme de réparation, entre parenthèses, on va pas y passer 2 heures, hein, après on passera à autre chose, je vous le promets, mais ce serait en même temps renfermer le cinéma de Lavdiaz, lui retirer toute aération. Non, mais c'est pas ça que je dis. J'ai peur que le verbe réparer soit juste rendre en compte, en fait, ce qui se passe maintenant. Je pense que chez Lavdiaz, la grande force du cinéma de Lavdiaz, c'est de parler, en fait, d'une situation de violence qui se positionne aussi par une histoire, évidemment, pas simplement de la colonisation, mais entre autres, et que cette histoire politique, elle est là, que cette façon justement de travailler un rapport de violence avec les corps, mais on ne peut pas prendre le verbe de réparer comme quelque chose qui serait à penser dans le moment, c'est-à-dire qu'il ne nous montre pas simplement un événement au présent, et que cette violence, elle est toujours présente, même quand il y a un geste de soin. Le geste de soin, il fait rappel de la violence. Voilà, le geste de soin n'efface pas la violence. Et c'est peut-être là que je veux intervenir, c'est que réparer, ce n'est pas effacer. En fait, c'est ça que vous me faites dire un peu plus précisément. D'accord, ok. Oui, alors moi j'aimerais peut-être juste prolonger ce qui vient d'être dit sans me lier cette fois-ci en fait au corps, mais plutôt au rapport à l'histoire et aux pratiques animisme et aux pratiques animistes, excusez-moi, et plutôt en fait parler de réclamation, c'est-à-dire dans le sens anglais de to reclaim, qui est quelque chose que Lavdiaz fait de manière très importante ces temps-ci. On peut dire en effet, il me semble, comme l'a dit Corinne avant, que en fait, Lavdiaz, c'est un cinéaste des tempêtes, c'est un cinéaste des cicatrices. Il y a une phrase de Gabriel Bortsmeyer dans le livre qui dit « Rares sont les films de Lavdiaz dont le centre n'est pas en fait une lésion ». Alors c'est une lésion envers le tissu de l'histoire, c'est une lésion envers certaines pratiques animistes qui ont été en fait interdites, et une bonne partie du travail de Lavdiaz, c'est, il me semble, réclamer. C'est réclamer en fait une vérité historique, c'est réclamer de ne pas en fait oublier. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer actuellement, justement, on peut dire que, et ça c'est Lavdiaz qui nous l'a dit récemment, parce qu'on a été donc à Bruxelles inaugurer le livre au moment où Lavdiaz faisait en fait une installation à Bruxelles, et c'est le soir même où en fait le fils de Marcos, le dictateur Ferdinand Marcos, dont une bonne partie en fait de la période de la loi martiale irrigue en fait toute la filmographie de Lavdiaz, et bien c'est le soir même où Lavdiaz où son fils donc a été élu. À partir de là, Lavdiaz disait, eh bien en fait on a failli en fait à rappeler tout ce qui s'est passé, on a failli en fait à remettre toute cette histoire dans la mémoire des gens actuels. Les gens aux Philippines ont en fait oublié tout ce qui s'est passé, et donc une bonne partie du cinéma de Lavdiaz, si on prend certains films comme Lullaby of a Sorrowful Memory par exemple, eh bien il s'agit de réclamer une vérité historique enfouie, il s'agit de lutter en fait contre l'oubli, et donc de réparer, pour reprendre votre terme, le tissu de l'histoire, voilà, mais d'une histoire passée. Avant qu'on aille encore plus loin dans le livre, je pense qu'il serait important et judicieux pour celles et ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Lavdiaz, qui ne connaissent pas non plus ce cinéaste qui l'aurait entendu. Il faudrait, je pense, à mon avis, expliquer d'où il vient,
Déjà, il est philippin, c'est les îles Philippines, c'est une sacrée histoire. Vous le dites dès le début du livre. Qui est Lav Diaz et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, il ait eu envie de faire des films? Lav Diaz est en fait le fils d'un couple d'instituteurs extrêmement engagés qui, dans les années 60, décident de quitter en fait Manille et d'aller travailler dans les campagnes à une alphabétisation, à une éducation en fait des campagnes lointaines. Donc, ils se retrouvent sur l'île de Mindanao, qui en fait devient au début des années 70 un des épicentres de la contestation politique aux Philippines. S'y croisent des groupes paramilitaires à la solde du gouvernement qui tentent en fait de lutter contre un groupe de révolutionnaires communistes et aussi des groupes liés à une rébellion islamique. Tout ceci en fait transforme cette île où vit en fait Lav Diaz en un espèce de chaudron de violence et toute la jeunesse de Lav Diaz passée en fait dans la jungle au contact de certaines populations avec des grands rites animistes eh bien est traversée par en fait par la violence. Ils sont bombardés, son père échappe à des assassinats. Enfin, c'est extrêmement en fait compliqué et je crois que dans cette vie-là, c'est-à-dire un rapport en fait à la campagne, un rapport aux exactions militaires et des rébellions, un rapport à l'animisme, eh ben, il y a une espèce de terreau qui va en fait irriguer la totalité de l'œuvre de Lav Diaz. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, après être parti aux États-Unis pendant quelques temps, où il travaille en fait comme journaliste, eh bien, il arrive à revenir aux Philippines et commence dès les années 90 une œuvre extrêmement prolixe. Lav Diaz ne cesse de tourner, il tourne 2 films par an en moyenne. Moi, je trouve que la question là aussi du cinéma de Lav Diaz, bon, on reviendra peut-être sur cette question du mélodrame chez lui. Et tout à l'heure, Olivier a insisté sur un verbe qui est très important, c'est aussi réclamer. Donc, c'est pas simplement réclamer une justice, mais c'est réclamer peut-être le devoir de regarder en face. Il y a aussi quelqu'un qui qui pense la question du cinéma dans un rapport aussi de transmission populaire. Donc, il vient aussi d'une famille qui joue sur ces rapports de transmission. Et chez lui, il y a aussi ça qui est extrêmement présent. Voilà, c'est-à-dire que le cinéma ne va pas forcément servir à sauver le monde, mais le cinéma peut nous servir à regarder ou à comprendre ou à conscientiser quelque chose du monde. À un moment, vous dites que, enfin, il est question de cinéma du peuple. Quand vous parlez de transmission cinéma du peuple ou pour un peuple possible, est-ce que ce serait en même temps, est-ce que ce serait filmer finalement tout le territoire à ce moment-là du pays? Ce serait donc s'intéresser pas forcément qu'à une seule particularité, mais aussi de filmer non pas forcément que le présent, mais de ce qui a pu se passer, donc l'histoire, la grande histoire, pour essayer de comprendre ce présent. Est-ce que c'est ça le cinéma du peuple, selon Lav Diaz? Oui, disons que chez Lav Diaz, d'abord, il y a un peuple qui existe avant la colonisation, et ça, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement important. Donc, pour lui, en fait, filmer le peuple, c'est en fait redonner par l'histoire une certaine identité à ce peuple. On peut presque parler d'un antépeuple, comme dirait en fait Gabriel Bortsmeyer, c'est-à-dire un peuple pas encore en fait constitué. Et c'est par ce travail cinématographique qu'il vise en fait à redonner une conscience historique, à redonner une puissance d'autodétermination. Je ne crois pas qu'on puisse parler en fait d'un peuple qui manque, pour reprendre en fait cette notion de Gilles Deleuze, mais plutôt en fait d'un antépeuple en devenir. Et c'est ça qu'il essaye en fait de faire. Donc tout son cinéma est destiné à ce devenir qui est là par une notion de réclamation de ce qui a été. Donc voilà, travailler le devenir par rapport à ce qui a été, ce qui a été broyé, ce qui a été destitué, ce qui a été colonisé, ce qui a été interdit. Voilà, et je crois que ça, c'est tout ce mouvement-là est en fait ouais, important. Après, Alors, le peuple,
Voilà, le peuple, il est aussi fait, on va dire, d'éléments extrêmement hétérogènes, d'un côté comme de l'autre. Donc, on le voit bien entre, le peuple, c'est aussi les milices. Enfin voilà, le peuple, c'est pas simplement, il y aurait pas le peuple du bien. Enfin voilà, il y a aussi quelque chose chez lui dont il montre en fait toutes les mécanismes, de quelque chose d'une certaine opacité. C'est exactement la même chose quand il parle aussi de la cruauté, c'est-à-dire, on peut bien aller, être un noble, on peut bien aller à l'église et en fait cette cruauté, on veut bien essayer de se faire pardonner, mais elle est là, extrêmement présente. Et chez Lavdia, ce qui est aussi fort, c'est, ne pas montrer, on va dire, les choses aussi, en termes, on va dire, d'une césure, hein, où il y aurait d'un côté, on va dire le peuple du bien et le peuple du mal. Il y a aussi chez lui une façon de montrer qu'il y a évidemment, des espèces comment dire? De dénonciation, de délation. Enfin, il y a quelque chose qui pèse aussi d'une forme d'obscurité, justement. Ce qui est identifié dans un film de Lavdiaz, est-ce que l'aspect de la durée de ces films, est-ce que c'est un élément fondamental dans et la conception du cinéma selon Lavdiaz, mais aussi dans sa manière de faire, dans sa méthode de faire des films? Oui, Lavdiaz en fait dit que la durée chez lui n'est pas en fait un choix, comment dire? Esthétique, appartenir, au mouvement dit du slow cinéma ou quelque chose d'autre. Pour lui, en fait, il relie en fait cette durée à la réalité en fait de la vie qu'il a, pu avoir quand il était jeune, et donc il dit: «Ben voilà, la durée de mes plans, c'est celle de la vie à laquelle j'ai en fait appartenu» et la chose qui est beaucoup plus importante selon lui, c'est en fait le rapport à l'espace. Voilà, pour lui en fait, la construction qui est importante, c'est l'inscription des êtres en fait dans l'espace. Le temps, vient en fait «après» entre guillemets. D'où en fait, la manière extrêmement singulière qu'il a de tourner et qu'on analyse notamment, dans une des parties en fait du livre, c'est-à-dire de mettre en place des plans, heu, fixes sur trépied, généralement extrêmement larges, on pourrait voilà. Ensuite de faire venir en fait les acteurs, et les gens avec qui en fait, il travaille derrière en fait la caméra et de regarder le cadre et de dire: «Voilà, ça c'est le cadre dans lequel vous allez, tourner en fait votre scène» et à partir de là, les acteurs généralement, en une prise, voire éventuellement 2, eh bien vont, heu improviser, les mouvements, par contre, ils ne vont pas improviser les paroles qui sont, elles, écrites en fait par Lavdiaz de manière extrêmement stricte et donc il y a donc une espèce d'habitation de l'espace qui est mis en place et la longueur du plan, bien va dépendre, de ce que les acteurs et les non-acteurs, parce qu'ils travaillent souvent en fait avec, de tels mélanges, eh bien vont, mettre en place et donc ça fait souvent des plans qui parfois peuvent atteindre 15 minutes, et les films, parfois 8 heures, mais généralement, ces temps-ci, il fait plutôt des films de 4 heures. Donc, ce rapport, en fait, au temps, il est subsidiaire chez lui, c'est pas important. Ce qui est plutôt important, c'est, l'espace et pourtant, pour les spectateurs, eh bien, c'est clair qu'il y a une expérience temporelle de cette réalité qui se met en place. Souvent, le spectateur, il est habitué à une certaine temporalité et que quand on sort de cette temporalité, la première chose qu'on dit: «Ah ben c'est long, hein, c'est trop long». Or, ce que fait Diaz, c'est qu'il filme aussi, des actions quotidiennes. Il y a la question du quotidien qui est extrêmement prégnant chez lui et du quotidien, il en fait une dramaturgie de la présence. Voilà, le quotidien n'est pas quelque chose, de spectaculaire, mais par contre, ce qui est, cette dramaturgie de la présence quand, cette jeune fille handicapée éveillée, par quelqu'un, dans la barque, c'est pas que ça dure, c'est qu'à un moment donné, ce temps de la relation de la veillée, ça prend du temps et voilà, quand il se passe quelque chose, veiller quelqu'un, c'est pas, 3 minutes, ça peut être 2-3 heures quand on veille quelqu'un qui est malade, voilà et donc qu'est-ce que fait Diaz? Il restitue, on va dire, cette présence pour lui donner c'est, ni une exubérance, ni une tempérance, mais une justice. C'est rendre justice aux situations, veiller, soigner, et que quelque part dans ces moments-là, on le voit dans La femme qui est partie en particulier, on le voit dans Dead in the Land of Cantos, ces moments-là, effectivement, c'est pas qu'ils sont longs, c'est qu'ils demandent humainement du temps.
C'est aussi un temps humain donc qu'il nous restitue et c'est ça que nous rappelle Diaz aussi, que, le geste de cinéma, c'est ramener le temps de la vie à l'intérieur du plan. Voilà et du coup, il faut sortir un peu de cette question aussi de l'action ou quelque chose qui serait plus passif. On n'est pas du tout dans un cinéma passif, statique. On est vraiment dans un cinéma qui va accrocher et qui va inscrire quelque chose, qui approfondit justement un geste, hein et le geste, bah, voilà, ce sont pas des gestes, anodins, voilà, des gestes de vie. Il y a quelque chose du geste de vie qui est très prégnant dans son cinéma. Oui, je voulais peut-être juste, comment dire, prolonger par rapport à cette notion de geste de vie et de quotidien sur le tournage, dont on parle en fait dans, ce film. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la manière avec laquelle Lav Diaz doit à ce moment-là théoriquement tourner un film et parce qu'il y a tout d'un coup une explosion volcanique, pas très loin, décide d'en tourner en fait un autre. Du coup, en fait, il arrête le tournage prévu. On se retrouve au pied du volcan Taal, dans un tout petit quartier et là, vous assistez à la manière avec laquelle Lav Diaz écrit son film en fait, au fur et à mesure. C'est-à-dire tous les soirs, toutes les nuits en fait, il réécrit, il change et en convoquant en fait la vie des gens du quartier. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, moi, qui m'ont très fort impressionné. Vous avez Lav Diaz qui est assis en train de manger, en train de discuter. Il voit une vieille dame en train de faire un certain nombre de gestes, en fait, à côté, qui prépare une soupe. Et voilà, et il est très touché, en fait, par ces gestes-là. Et le lendemain, eh bien, cette vieille dame rencontrée juste là, en fait, eh bien, est en train de préparer, en fait, une potion dans le film pour soigner l'eczéma d'un des acteurs, l'eczéma joué, bien entendu. Et à partir de là, eh bien, ces gestes que Lav Diaz avait surpris comme ça, eh bien en fait il les a intégrés dans le film et donc c'est une très longue scène. Vous avez une femme qui tourne une marmite, qui la remplit, qui prépare une potion et vous avez tout d'un coup ce quotidien qui surgit là, ce rituel dont on parlait, oublié mais qui est désormais réclamé de nouveau par cette durée du plan et cet encadrement, le tout dans un très long plan fixe, voilà, qui donne une durée au rite. On dit souvent, lorsqu'on essaie de questionner le travail d'un cinéaste, on essaie de comprendre un peu d'où il vient cinématographiquement, ce qu'il a pu voir, les films qu'il a regardés, etc. Mais j'ai cette impression, en lisant le livre, et puis surtout par rapport aussi aux quelques extraits d'entretien qu'il a donnés quand il raconte son enfance, un peu le rapport qu'il a à la nature, j'ai cette impression qu'avant de voir des films, il a surtout beaucoup, comment dire, il a appris à voir, juste à voir. Là, ce que vous me dites, Olivier, par rapport à cette anecdote, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas donné à tout le monde finalement, c'est pas donné à tous les cinéastes ce genre de choses, juste de voir et le fait que à ce moment-là, ça pourrait faire partie d'un film. Il y a eu quand même quelque chose dans l'enfance ou dans l'adolescence, cette manière de voir, prendre le temps de voir. Il explique qu'il fait 10 km pour aller à l'école, on a le temps de voir les choses, on a le temps de les apprécier. Donc c'est tout un travail. C'est avant d'être cinéphile, il a juste su comment regarder un truc un peu basique, le monde. Il y a de cela surtout. C'est pour ça que je vous posais la question sur la durée. Oui, oui, voir, mais c'est surtout aussi accueillir, hein. Voilà, c'est que la grande force de ce cinéaste, c'est d'accueillir quelque chose qu'on peut ne pas estimer ou qu'on peut ne pas considérer. Voilà, c'est un cinéma, en fait, qui fait pas l'éloge, on va dire, du peu, du geste insignifiant. C'est un cinéma qui accueille, on va dire, quelque chose qui pourrait être pensé comme insignifiant, mais qui a une grande force de présence. Voilà et c'est pour ça que je parle d'un geste de vie et que vous avez raison, effectivement, voir, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est que c'est la façon dont on va, donner une singularité à cette question d'un parti pris du regard. Mais pour moi, ce qui est important, c'est, accueillir, je dirais même, il y a une hospitalité chez lui. Il y a une forme d'hospitalité, et dans cette hospitalité d'accueillir, les gestes dont dont parlait Olivier, dont vous en avez aussi dit 2 mots, il y a plus qu'une générosité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, accueillir, ça veut dire aussi considérer, ça veut dire estimer et donc peut-être aussi en considérant ces gestes qu'on pourrait penser comme mineurs, il y a une façon peut-être de renverser, souvent au cinéma, une forme de hiérarchisation. C'est-à-dire que quelque part, on va hiérarchiser des scènes d'action, spectaculariser et là, au contraire, on va passer par des choses qui sont effectivement de l'ordre du quotidien et pour autant, dans ce quotidien, il y a quelque chose qui fait vision.
Voilà et je crois que, cette question aussi d'accueillir, c'est-à-dire à un moment donné accueillir, ça veut dire prendre le temps aussi de faire déplier les choses et pas simplement de les nommer comme des espèces de stéréotypes ou de rappels thématiques, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'imprime. Pour autant, cette chose qui s'imprime à l'écran, que ça soit, un geste, un regard, comme disait tout à l'heure Olivier, quelque chose qui passe dans le plan. C'est pas qu'on attend, mais il y a quelque chose qui se déroule. C'est pas que ça prend du temps, c'est pas qu'il y a de la lenteur, c'est que cette vie, justement, elle prend le temps de se dérouler et que chez Diaz, il y a un accueil de cette vie qui se déroule. Or, souvent au cinéma, on veut, on fait passer, une action après l'autre ou on chasse un plan action pour en mettre un autre et ici, il ne s'agit pas de ni penser l'action ni l'action, mais justement d'écouter une relation. Donc quelque part, c'est comme si, on avait un peu évacué cette question d'un cinéma de l'action pour revenir à un travail de la relation. Oui, moi j'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose, une anecdote qui à mon avis peut, comment dire, irriguer ce que vient de dire Corinne. Lav Diaz travaille souvent avec des acteurs qui arrivent, des grands studios, des grandes franchises, aux Philippines et donc qui, souvent sont des superstars, comme on dit, je pense à John Lloyd Cruz ou encore, Chayana Magdayo et qui sont des acteurs qui décident de venir en fait travailler, dans les films de Lav Diaz, généralement, en ne prenant aucun cachet parce que c'est pas en fait possible et qui se mettent donc à jouer avec des gens des quartiers, des gens que, comment dire, Lav Diaz rencontre dans la jungle, des gens des villages. Et lorsque j'ai été aux Philippines, donc début 2020 pour ce tournage qui est décrit dans le livre, eh bien John Lloyd Cruz était totalement désemparé parce qu'il s'est retrouvé en fait à jouer dans une durée très attendue avec une dame qui n'avait jamais, joué en fait de sa vie et juste après, il disait combien il était absolument touché, combien est-ce qu'il avait perdu tous ses moyens parce qu'on l'avait plongé en fait dans un rapport radicalement différent en fait au cinéma où il s'agissait pas de performer en fait une action, d'avoir en fait un dialogue, extrêmement précis face à une caméra qui allait mettre en évidence son visage, voilà. Mais il lui s'agissait pour lui juste en fait d'être avec cette dame et de lui dire juste qu'il avait rencontré son fils qui vendait des beignets. Et rien que en fait raconter cette histoire dans cette durée-là l'avait fait perdre tous ses moyens. Il m'avait dit: «Je suis obligé de désapprendre tout ce que j'ai appris en fait à jouer dans les studios, de télévision et de cinéma» et il était, comment dire, presque, liquéfié, enfin il avait perdu toute sa structure et moi je trouve ça extrêmement intéressant face à une vieille dame, bah, en l'occurrence la dame dont j'ai parlé en fait avant que Lav Diaz avait repéré sur, le bord du chemin et il y a quelque chose de très, très fort là-dedans, je trouve. On dirait un degré moindre, hein. Je dis bien un degré moindre, l'expérience de George Sanders quand il a joué sous la direction de Roberto Rossellini en voyageant en Italie. Il en pleurait tous les soirs parce qu'il comprenait pas du tout dans quelle galère il se retrouvait. Alors, on est quand même là et je tiens à le préciser parce qu'il y a aussi ce livre, Lav Diaz Faire face. C'est un ouvrage collectif donc dirigé par Corinne Maury et Olivier Zouchoat. C'est édité chez Post Édition. Toutes les informations sont dans le descriptif. J'aime bien poser cette question aux écrivains que je reçois, à savoir comment comment s'est déroulé, pourquoi la genèse de ce livre et surtout comment vous l'avez structuré. Ce livre, en fait, prolonge, un colloque international qui a été organisé à la Aide Genève, où, j'enseigne en collaboration avec l'université de Toulouse et l'université, de Paris 8. Et donc ce colloque a eu lieu en 2019. Lav Diaz, à ce moment-là, était pressenti pour faire des ateliers à la Aide, qui n'ont pu se faire à cause du Covid-19, qui, s'est mis en place quelques mois plus tard. Et donc, ce colloque, essayait de réunir, plusieurs, approches. Bon, Lav Diaz est venu avec, Aseel Orencio qui est son actrice principale, assistante, collaboratrice, bref, quelqu'un d'extrêmement important, dans sa production filmique et donc on a essayé dans ce colloque, puis en fait dans le livre qui suit de, convoquer, comment dire? Plusieurs approches, à savoir des, chercheurs,
universitaires, spécialistes en esthétique du cinéma. On a aussi fait appel à des critiques. Je crois que c'est quelque chose de très important aussi, Cyril Béguin notamment, ou Jean-Christophe Ferrari. Et puis on a aussi effectué un certain nombre de masterclass, en fait, avec Lav Diaz, avec Azel Laurencio, de manière en fait à irriguer nos réflexions. Donc ça, c'est la partie qui est en fait issue du colloque. D'autres textes, d'autres articles ont été, comme on dit, écrits pour prolonger en fait cette réflexion. Et puis une dimension qui est aussi importante. Et donc en fait, le journal de tournage qu'on a essayé en fait de mettre en place, moi-même étant plutôt un réalisateur en fait qu'un chercheur, donc un cinéaste. Donc je me suis dit un cinéaste observant un autre cinéaste, ça peut peut-être être aussi intéressant. Et donc une partie de ce livre est constituée par ce journal de tournage avec de nombreuses photos. Ça, c'est à peu près en fait l'équilibre structurel. Et maintenant, je passe la parole à Corinne qui va sûrement parler des 4 parties du livre et de leur équilibre et en fait des thématiques ou plutôt des approches qu'elles essayent de mettre en place. Alors, peut-être moi, vous parlez là de l'écriture, je voudrais revenir sur c'est un livre qui est vraiment, positionné dans une approche aussi des films, l'analyse, des films. Ce dont on parle souvent, ce dont on enseigne aussi aux étudiants et qui en ce moment au cinéma, enfin à l'université et a une place un peu de plus en plus difficile, c'est l'esthétique. Donc il y a une approche aussi, voilà, on revient sur la question de comment regarder ces formes, cette forme cinématographique, hein, ce travail de Lav Diaz, et en faire aussi des analyses. Donc c'est un livre qui est très positionné aussi sur l'écriture, hein. On voit bien, et ce que moi je trouvais aussi intéressant, c'est d'arrêter aussi de penser qu'il y aurait d'un côté les critiques et d'un côté les chercheurs à l'université. Il y a des formes d'écriture, hein, que je trouve important de réunir, et de voir que ces écritures aussi diverses, aussi riches, aussi fécondes, font une communauté de pensée. Donc ça, pour nous, c'était extrêmement clair de ne pas monter, on va dire, ou hiérarchiser. Il y aurait l'expert à l'université, le critique dans son coin qui vend 3 petits. Ça, c'est pas possible. Et justement, le livre est aussi un geste politique de ce côté-là. C'est-à-dire que je revendique même qu'il faut à un moment donné donner aussi des approches différentes. C'est-à-dire que le livre, il n'est pas fait pour un espace en particulier. C'est un livre. Voilà. Et dans cette façon aussi de convoquer des gens comme Cyril Béguin, dont le texte est remarquable, Jean-Christophe Ferrari, il y avait aussi une manière, je dirais presque de sceller un pacte. Voilà, pour moi, ça, c'était très important, parce que du coup, j'ai relu le livre et je trouve qu'il est vraiment traversé de ces singularités, que c'est ça aussi un ouvrage collectif. Alors on dit diriger, mais il faut prendre diriger au sens, voilà, on va dire que quand on fait une montée, une randonnée, on a un peu la boussole, voilà, modestement, mais sans l'équipe derrière, on n'arrive pas à monter, voilà. Et ce livre, il est fait de ça aussi. Donc moi, j'aime beaucoup faire des ouvrages collectifs parce que je trouve que, surtout quand on fait appel, quand on travaille sur une monographie comme Lav Diaz, qui est extrêmement dense, j'ai du mal à penser qu'on puisse faire il faudrait 10 années. Et là, des fois, il y a des urgences aussi. On s'est dit avec Olivier, qu'on a fait ce colloque, il était urgent de donner une place à ce cinéaste. Donc, dans l'urgence, il ne s'agit pas de mal travailler, mais de considérer qu'il faut réunir, on va dire, des critiques et des chercheurs. Sur la question, on l'a pas forcément, alors tu dis thématique, Olivier. On a voulu penser évidemment les grands aspects, la question de l'histoire, la question évidemment de cette question de la nature, hein, de cette présence de la nature, et Meingold était là évidemment parce qu'elle connaît extrêmement bien l'œuvre de Lav Diaz. Revenir aussi à cette question de la catastrophe et voir un peu ce que ça positionne aussi dans le rapport au réel et pas l'imaginaire de la catastrophe comme on peut l'avoir dans d'autres cinématographies, mais une catastrophe réelle, avec la question des typhons, avec la question aussi de ce qui se passe aux Philippines en particulier.
Le chapitre évidemment, sur la question de la cruauté, donc des blessures, et la question du soin qui était, évidemment quelque chose, d'important puisque comme je l'ai dit, tout à l'heure, chez lui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le corps, abîmé, le corps attaqué, agressé, c'est aussi le corps qui est veillé, c'est le corps qui est soigné et que dans cette façon aussi de penser la cruauté, il était important de revenir aussi au fait que Lavdias n'est pas du tout dans une surenchère du visible. Il y a bien chez lui un travail de la cruauté qui passe aussi par une esthétique du sonore. Cette question du sonore, elle traverse aussi le livre. Qu'est-ce que ça veut dire écouter aussi des sons qui peuvent être apparemment anodins, mais dans la nature, ces sons, c'est ça qui fait aussi un milieu naturel, c'est ça qui fait aussi un milieu vivant. Après évidemment, il y a toute la partie créatrice et ça, c'est Olivier qui l'a porté avec force puisque c'est lui qui est allé, aux Philippines faire aussi tous les entretiens. La question aussi de évidemment l'analyse et la transmission ou le lien, on va dire, fécond entre Bazin et Lavdias, puisque pour lui, cette rencontre avec Bazin a été importante et quand on a évidemment sollicité notre cher collègue Hervé, qui est sur la question évidemment, est impossible, hein, c'est le spécialiste de Bazin. Il était ravi évidemment d'y participer et ça a été aussi important pour l'ouvrage. Donc voilà, on a essayé de faire un livre qui travaille, on va dire, comme une maison avec plusieurs étages où il y a la création, il y a ces questions des critiques, de l'écriture critique qui n'est pas contre l'écriture analytique, mais c'est d'autres propositions analytiques dans la façon de penser aussi l'esthétique aujourd'hui. Et du coup, voilà, moi j'ai envie de dire, voilà, c'était aussi une réunion de force aussi ce livre, voilà. Et puis je crois qu'il faut le dire, c'est sur un plan émotionnel, c'est un cinéaste. C'est pas qu'on aime beaucoup ses films, c'est que ses films sont importants aussi dans notre travail, dans notre façon aussi de penser et de pourquoi aussi on travaille sur le cinéma, et que quelque part c'est aussi un objet engagé. Voilà. Moi, j'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose par rapport à la dimension des images en fait qu'il y a dans ce livre. Donc, on a eu la chance que Lavdias finalement dise voilà. Ceci est les masters en fait des films. Faites ce que vous voulez, prenez les plans que vous voulez, no limits. Voilà, just help yourself. Et donc ça a été extrêmement en fait important, donc y compris aussi dans notre dialogue avec Sébastien Raymondi, l'éditeur, et Pierre Sédou, le graphiste, comment tirer parti de cette liberté que nous avions de pouvoir puiser dans toutes les images, dans tous les films en fait de Lavdias. Donc on a essayé de travailler à cette illustration en réfléchissant à qu'est-ce que ça veut dire que tenter de traduire ces très très longs plans séquences fixes. Donc on a créé des kaléidoscopes d'images, oui. On a essayé de travailler sur des images qui se répondent. Alors il y a bien entendu chez Lavdias un travail sur le noir-blanc qui était très important. Ah bah tiens, oui, vous avez la possibilité voilà, si de montrer si je peux me permettre, c'est ça, par exemple. Non mais le travail iconographique est fascinant. Il y a voilà, c'est 54 photogrammes extraits des plans fixes qui structurent les 76 premières minutes de From What Is Before, qui date de 2014. Alors, ça ne rend peut-être pas, enfin, j'espère qu'en tout cas, on voit un peu, mais voilà, il y a tout un travail qui est méticuleux, qui est précieux, et il y a un montage, c'est un montage avec un véritable sens. Et voilà, je referme la parenthèse, mais je voulais au moins insister là-dessus. Il faut dire aussi que l'éditeur Sébastien Raymondi a été génial parce qu'on a vraiment travaillé avec lui main dans la main, que c'est quelqu'un qui est dans une écoute incroyable et qu'il y a eu vraiment aussi cette idée d'accueillir quoi et de réfléchir ensemble. C'était pas on fait un colloque et on publie des actes, c'était pas du tout ça. Voilà. Et ça, je tiens à souligner combien aussi le travail des éditeurs aujourd'hui en cinéma ne sont pas toujours simples et qu'effectivement, Sébastien Raymondi a été, voilà, je le salue et je le remercie encore une fois. Oui, je crois que, comment dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire que faire un livre de cinéma en fait actuellement? Eh bien, on s'est dit que avec en fait l'amélioration des technologies, les possibilités justement d'imprimer des images, c'était aussi pour nous important
important de ne pas faire juste en fait un livre de texte avec éventuellement des images, mais vraiment de réfléchir à cette imbrication en fait de texte et d'images dans cette dynamique-là. Et puis, il faut aussi voir qu'il y a une plasticité des images extrêmement forte, en fait, chez Lavdiaz, où il a un rapport à l'espace, un rapport au paysage absolument incroyable. Il filme des gens dans la jungle, et donc vous avez cette luxuriance qu'on a essayé de traduire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc un livre qui était fait essentiellement fait en noir-blanc, sauf en fait les images de tournage qui elles sont en fait en couleur, et je crois qu'il essaye de montrer bien tout ce travail en fait du noir-blanc chez Lavdiaz, qui en fait à la fois comment dire extrait en fait les films de la réalité en les rendant parfois un petit peu immémoriales, mais d'un autre côté aussi relié à la tradition qui était pour lui très, très importante. Il justifie en fait l'usage de ce noir-blanc aussi par en fait le fait que quand il était tout jeune sur l'île de Mindanao, eh bien il allait avec son père tous les week-ends dans la ville qui était à côté, et il regardait au minimum 4 films, c'est-à-dire que comme il les regardait les uns derrière les autres, il faisait une série de 2 films, puis une série en fait de 2 films, il dormait sur place, et ensuite il rentrait de nouveau en fait à pied dans leur village au milieu de la jungle. Et donc ce noir-blanc qui était celui des films des années 70, ou plutôt de la manière avec laquelle les films étaient distribués dans cette zone-là, des noirs-blancs peut-être un peu, comment dire, saturés par moments, c'est-à-dire avec des blancs très forts et des noirs très écrasés. Eh bien, c'est un petit peu toute cette esthétique qu'on a essayé aussi de retravailler. Donc, on a beaucoup discuté d'impression de noir-blanc dans ce travail, et je crois que c'est quelque chose de très important. Voilà. Lavdiaz, Faire face, c'est en tout cas, c'est guidé par Corinne Maury et Olivier Zouchois. Je vais pas dire sous la direction d'eux, parce que je crois que sinon je vais me faire disputer. Mais voilà, il y a pas mal. C'est pour ça que dès le début, je voulais quand même nommer ceux qui ont contribué au lycée édité chez Post Édition. Et voilà, dans le descriptif, vous avez toutes les informations. On a dit 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. Hein, on est bien d'accord là-dessus, hein, parce que c'est voilà. Mais au moins, c'est une forme de teaser de 45 minutes, parce qu'il faut vraiment déjà de part découvrir ce cinéma qui est passionnant. Et puis et il y a ce livre-là. Merci en tout cas à vous, Olivier et Corinne, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir accompagnés, en tout cas, merci à vous. Un bon bout de temps. Ouais, merci, c'était très sympa en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.